Hollywood brille peut-être de champagne et de tapis rouge, mais pour certaines stars, l'alcool n'était pas synonyme de fête, mais de malédiction. Nombre d'entre elles buvaient presque quotidiennement, titubant sur les plateaux de tournage, perdant tout dans un brouillard mental, et certaines n'ont jamais vécu assez longtemps pour s'en remettre. Voici 19 stars qui étaient constamment ivres. Numéro 19, André le Géant. André le Géant pouvait boire 119 bières en 6 heures, un chiffre si ahurissant que les barman finissaient par arrêter de compter. Ce catcheur de 2,24 mètres ne buvait ni pour le plaisir ni pour le sport. Chaque canette était un remède pour un corps qui le faisait souffrir en permanence. Son physique imposant, pesant plus de 227 kilos, exerçait une pression considérable sur ses articulations et ses os qui n'étaient pas faits pour supporter un tel poids. L'alcool était devenu son seul analgésique efficace. La tolérance du géant français était légendaire parmi les promoteurs de catch. Il prévoyait un budget supplémentaire de 1 000 $ par ville rien que pour ses consommations. Une nuit à Kansas City, André a dépensé 40 000 $ en offrant des tournées à tout un hôtel. Il s'installait dans des bars conçus pour des gens normaux, les meubles grinçant sous son poids, enchaînant les bières sans presque rien ressentir. Des catcheurs racontent qu'André s'évanouissait dans les halls d'hôtel car aucune quantité d'alcool ne parvenait à apaiser sa douleur. Les agents de sécurité étaient impuissants à le déplacer. Ils se contentaient de le recouvrir d'une housse de piano et de le laisser cuver. Son problème d'alcool n'était pas uniquement lié à la douleur physique. André savait que sa maladie, l'acromégalie, le condamnait à une longue vie. Les médecins lui avaient annoncé dans sa vingtaine que son cœur lâcherait prématurément. Chaque verre était un sursis. Il est mort en 1993 à 46 ans. Seul, dans une chambre d'hôtel parisienne, son cœur, finalement incapable de pomper le sang dans son corps massif. Numéro 18, Mickey Rourke. Mickey Rourke avait le genre de visage qui faisait signer des chèques en blanc aux producteurs hollywoodiens. Puis il a décidé de le détruire un verre et un coup de poing à la fois. La star séduisante de 9 semaines et demie a troqué sa carrière cinématographique contre un ring de boxe en 1991. Mais le véritable combat se déroulait dans les bouteilles de whisky. Il arrivait au combat déjà ivre, encaissant des coups qui défiguraient son visage au point de le rendre méconnaissable. L'alcool le rendait impossible à gérer sur un plateau de tournage. Les réalisateurs le trouvaient souvent inconscient dans sa loge à midi entouré de bouteilles vides. Il a dilapidé ses relations, son argent et ses secondes chances. À la fin des années 90, celui qui avait fréquenté des top modèles vivait dans un appartement à 500 $ par mois, son visage témoignant de ses mauvais choix et de ses opérations de chirurgie esthétique ratées. Il s'enivrait jusqu'à perdre connaissance la plupart des nuits, se réveillant sans se souvenir comment il était rentré chez lui. Son rôle de retour dans The Wrestler en 2008 n'était pas qu'un simple jeu d'acteur. Le boxeur déchu tentant de retrouver sa gloire passée jouait en quelque sorte son propre rôle. Rourke pleurait entre les prises, reconnaissant sa propre histoire dans le scénario. Numéro 17. Robert Downey Jr. Le père de Robert Downey Jr. a trouvé amusant de faire fumer un joint à son fils de 8 ans lors d'une fête. À 22 ans, Downey consommait déjà de la cocaïne dans la salle de bain entre 2 sketchs du Saturday Night Live. Il a décrit son addiction avec humour. « J'ai un pistolet chargé dans la bouche et j'aime le goût du métal. » Ce pistolet a fait feu à maintes reprises dans les années 90. Les arrestations se sont enchaînées, cambriolage chez un voisin, évanouissement dans son lit, errance pieds nus dans Los Angeles, hallucinations retrouvées avec de la cocaïne, de l'héroïne et un 357 Magnum dans sa voiture. Chaque photo d'identité judiciaire montrait un homme qui disparaissait petit à petit. Les producteurs l'ont renvoyé d'Ally McBeal après l'avoir retrouvé errant dans les couloirs d'un hôtel en sous-vêtements trop défoncés pour retrouver sa chambre. Les compagnies d'assurance ont refusé de le couvrir. Ses propres amis ne voulaient plus qu'il approche leurs enfants. La prison lui a sauvé la vie. Pas la première fois ni la deuxième, mais la troisième. Un déclic s'est produit en 2003. Il attribue sa sobriété à une thérapie par les hamburgers au kung-fu et à sa femme Suzanne. Les mêmes studios qui ne répondaient pas à ses appels lui ont offert le rôle d'Iron Man en 2008, marquant le début d'un retour en force qui lui a rapporté des milliards. Il conserve ses anciennes photos d'identité judiciaire dans son bureau comme un rappel constant. Chaque film Marvel à gros budget qu'il réalise repose sur le principe de ne pas prendre ce premier verre chaque matin. Numéro 16. Richard Harris. Richard Harris a décidé que le problème de la circulation à Hawaï avait une solution simple, le diriger à main nue.
Pendant le tournage d'Hawaï, il a découvert un cocktail local à base de rhum de Cointreau et de grenadine qui l'a poussé à se jeter dans la rue pour tenter de contrôler les voitures à main nue. Un mardi comme les autres pour Harris dans les années 1970. Sa routine quotidienne, 2 bouteilles de vodka, puis une bouteille de brandy et une bouteille de Porto chaque soir. Tous les jours. Il buvait tellement qu'il avait oublié qu'il possédait une Rolls-Royce. Il avait reçu cette somme en paiement d'une pellicule, l'avait garée dans un parking new-yorkais et l'avait complètement oubliée. 25 ans plus tard, il retrouva une vieille photo et le souvenir lui revint soudainement. Le montant du stationnement, plus de 92 000 $. En 1981, les médecins lui donnèrent 18 mois à vivre. Insuffisance hépatique, rein défaillant, vomissement de sang. Presque tous les matins, Harris s'offrait une fête d'adieu de 3 jours dans son pub londonien préféré, commandant 2 bouteilles de Château Margaux 1947 à 500 livres chacune. Puis il arrêta net. Il resta sobre pendant 10 ans. En 1991, il décida qu'une pinte de Guinness ne pouvait pas faire de mal. Cette pinte devint un rituel quotidien, même s'il ne replongea jamais dans le chaos des excès de vodka, de brandy et de Porto. Il mourut en 2002 de la maladie de Hodgkin et étonnamment pas d'une insuffisance hépatique. Numéro 15. Peter O'Toole. Peter O'Toole était un alcoolique légendaire même pour Hollywood. Un soir, avec l'acteur Peter Finch, il tenta de commander des verres après la fermeture d'un bar. Le propriétaire refusa de les servir, alors ils firent ce que tout millionnaire ivre et censé aurait fait, ils signèrent un chèque pour racheter le bar sur le champ. Mais ce n'était même pas son anecdote la plus folle. O'Toole avouait ouvertement ne pas se souvenir d'une décennie entière de sa vie. Les années 60 complètement oubliées. Il se souvenait du début et de la fin, mais entre les deux un trou noir total. Des performances nominées aux Oscars, des films cultes Shakespeare au théâtre, tout cela s'est passé alors qu'il était tellement ivre qu'il n'en avait aucun souvenir. Les réalisateurs l'ont vite compris. Il fallait tourner ces scènes avant midi, sinon autant ne rien faire. Pendant la période faste, le studio lui a même construit un bar privé sur le plateau pour le contenir. Puis ils l'ont surpris à la télévision sur un hippodrome, un verre de whisky à la main, 5 minutes après avoir déclaré devoir répéter dans sa loge. La réalité l'a finalement rattrapé au milieu des années 70. Les médecins l'ont opéré et ont constaté que son estomac se dissolvait. Le message était brutal, un verre de plus et c'était la mort. O'Toole a arrêté de boire du jour au lendemain ce jour-là et est resté sobre pendant près de 40 ans. Il disait que c'était le rôle le plus difficile qu'il ait jamais joué. Le plus incroyable il a vécu jusqu'à 81 ans, survivant à la plupart des médecins qu'il avait condamnés. Numéro 14. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins s'est réveillé dans un autre état, les mains ensanglantées et sans aucun souvenir des 2 jours précédents. C'était en 1975 et il avait conduit de Los Angeles à Phoenix dans un trou noir complet. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. Il est resté assis dans sa voiture pendant des heures, attendant les sirènes de police qui ne sont jamais venues. Ce matin-là, il a fait un choix, arrêter de boire ou mettre fin à ses jours. Il n'y avait pas d'autre option. Hopkins buvait depuis l'âge de 19 ans, utilisant l'alcool pour faire taire les voix qui lui disaient qu'il n'était pas à la hauteur. À la trentaine, il buvait 2 bouteilles de scotch par jour et se présentait aux représentations théâtrales tellement ivre qu'il improvisait des pièces entières. Les metteurs en scène l'ont renvoyé à plusieurs reprises. Sa première femme l'a quitté. Il se réveillait dans des endroits inconnus, sans aucun souvenir de la façon dont il y était arrivé. Mais cet incident à Phoenix, ce fut le point de rupture. Il ne pouvait plus vivre sans savoir ce qu'il avait fait pendant ces 48 heures perdues. Le 29 décembre 1975, il assista à sa première réunion des alcooliques anonymes et ne toucha plus jamais à l'alcool. La sobriété ne lui sauva pas seulement la vie, elle transforma son art. 15 ans plus tard, il remporta un Oscar pour Le Silence des agneaux, incarnant un personnage d'une maîtrise absolue, à l'opposé de ce qu'il avait été. Aujourd'hui octogénaire, il est sobre depuis 50 ans et a remporté 2 Oscars. Numéro 13. Marlon Brando. En 1962, Marlon Brando transforma le tournage des Révoltés du Bounty en un désastre financier de 6 millions de dollars. Ce qui devait être un tournage de 3 mois s'étira sur 8 mois car Brando disparaissait pendant des jours. Il arrivait ivre, refusait de suivre le scénario et improvisait au gré de ses envies, obligeant l'équipe à filmer ses divagations et à les monter tant bien que mal pour en faire quelque chose de cohérent. L'alcoolisme transforma le plus grand acteur de la méthode hollywoodienne en son plus grand boulet imprévisible.
Dans les années 70, son comportement devint encore plus extravagant. Pendant les pauses dans le Missouri, Brando arrivait en robe et jouait son rôle de pistolero comme bon lui semblait, ignorant complètement le scénario. Les réalisateurs comprirent vite que si l'on voulait Brando, il fallait accepter n'importe quelle version de lui-même. Sa réputation devint si sulfureuse que les studios intégraient des retards et des dépassements de budget considérables dans leurs calculs, rien que pour l'engager. Puis vint le parrain. À ce stade, Brando avait besoin de fiches partout. Sur les autres acteurs, sur les accessoires, même sur le décor. Juste pour réciter les dialogues les plus simples. L'homme qui avait révolutionné le jeu d'acteur avait du mal à se souvenir de ses répliques. Son poids augmenta considérablement à mesure que sa carrière déclinait et que les rôles se raréfiaient. Brando ne se contenta pas de briller intensément, il s'éteignit complètement. Numéro 12. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart buvait comme si c'était son métier. Du whisky au petit déjeuner, du gin au déjeuner du scotch jusqu'à l'ivresse. Chaque jour, il arrivait aux soirées hollywoodiennes avec un scotch soda à la main, faisant mine de se maîtriser parfaitement. Puis à minuit, il cherchait la bagarre pour se divertir. Sur les plateaux de Warner Bros., la consommation d'alcool était légendaire. À la fin de la trentaine, au début de la quarantaine, Bogart arrivait avec une gueule de bois si terrible qu'il avait l'air à moitié mort. Mais d'une manière ou d'une autre, il réussissait chaque prise, livrant des performances impeccables, malgré l'ivresse de la veille. Il a été suspendu 11 fois pour s'être disputé avec les patrons du studio, généralement un verre à la main. Pendant le tournage de l'Odyssée africaine, la situation a dégénéré. Bogart et le réalisateur John Huston ont transformé le tournage au Congo en une véritable beuverie. Ils se passaient des bouteilles de whisky entre les prises sous la chaleur de la jungle, complètement ivres malgré leurs efforts pour filmer. À la cinquantaine, il a dû faire face à ses excès. Des décennies de « l'alcoolisme l'a détruit de l'intérieur ». Le cancer l'a emporté à 57 ans. Ses derniers mots « je n'aurais jamais dû passer du scotch au martini ». L'homme était littéralement en train de mourir et pensait encore à son prochain verre. Numéro 11. Shia LaBeouf. Le père de Shia LaBeouf lui a donné un joint à 10 ans, lui apprenant que la réalité était une chose dont il fallait s'échapper. Au moment où il était la star de Transformers, il s'en échappait constamment. Les arrestations ont commencé à s'accumuler comme des bouteilles vides. Il a perturbé une représentation de cabaret à Broadway en 2014, fumant des cigarettes dans le théâtre et attouchant l'acteur Alan Cummings pendant le spectacle. La sécurité l'a traîné hors de la salle alors qu'il hurlait qu'il travaillait pour la CIA. Les incidents ont empiré progressivement. En 2017, il s'est lancé dans un discours raciste contre un policier noir lors de son arrestation pour ivresse sur la voie publique, le tout filmé par une caméra corporelle. Il a dit au policier qu'il irait en enfer à cause de sa couleur de peau. La vidéo est devenue virale, anéantissant ce qui restait de sa réputation. Son ex-petit ami F.K.A. Twigs a par la suite affirmé qu'il s'était présenté ivre à sa chambre d'hôtel et l'avait étranglé, puis lui avait donné un coup de tête le lendemain matin, encore sous l'emprise de l'alcool. LaBeouf a suivi une cure de désintoxication ordonnée par le tribunal en 2017 et affirme être sobre depuis. Il a écrit un scénario sur sa relation avec son père, cherchant à comprendre comment ce 1er juin a pu engendrer autant de dégâts. On ignore encore si Hollywood lui donnera une nouvelle chance. La ville qui raffole des histoires de retour triomphal a aussi la mémoire longue en matière de propos racistes et de violences présumées. Numéro 10. John Barrymore. Les amis de John Barrymore ont dérobé son corps à la morgue et l'ont installé chez Errol Flynn pour lui faire une farce macabre. Quand Flynn est rentré et a vu son vieil ami de beuverie affalé dans son fauteuil préféré, il a fait ce que tout bon ami aurait fait. Il leur a servi un whisky à tous les deux. Il lui a fallu un moment pour réaliser que Barrymore n'était pas simplement inconscient. Il était bel et bien mort. Même d'outre-tombe, Barrymore a réussi à s'incruster à une dernière fête. L'humour grinçant de cette farce reflétait parfaitement la vie de Barrymore. C'était l'homme que l'on considérait autrefois comme le plus grand acteur shakespearien américain. À 50 ans, il ne se souvenait plus de son texte. Il titubait sur scène, une flasque à la main, hurlant des répliques au beau milieu du monologue d'Hamlet. Ses représentations assis que tout le monde prenait pour des choix artistiques, il était littéralement trop ivre pour tenir debout. Un soir de 1934, il a oublié qu'il jouait Hamlet et s'est mis à réciter Macbeth. Le rideau est tombé après 10 minutes de chaos total. Il a commencé à boire très jeune, en volant des gorgées dans les verres de vin dès son plus jeune âge.
À 20 ans, il buvait 2 bouteilles de rhum par jour. À 40 ans, il avait ajouté le whisky et le gin à sa consommation. Son foie était tellement endommagé que les médecins pouvaient le sentir à travers sa peau dure comme de la pierre. En 1942, Barrymore s'est effondré en plein milieu d'une phrase alors qu'il répétait Roméo et Juliette à la radio. Numéro 9. Nicolas Cage. Nicolas Cage a un jour acheté un tombeau pyramidal à la Nouvelle-Orléans pour 61 000 $ car il était ivre et pensait que cela l'aiderait à devenir immortel. La même année, il a acheté 15 manoirs à une île privée et une collection de têtes réduites, dilapidant 150 millions de dollars en état d'ivresse presque toutes les nuits. Le conseiller financier de l'acteur oscarisé a témoigné plus tard que Cage appelait à 3 heures du matin la voix pâteuse exigeant l'achat de châteaux en Europe qu'il n'avait jamais vus. Les arrestations s'accumulaient comme ses dettes. En 2011, la police de la Nouvelle-Orléans le trouva en train de hurler dans le vieux carré, tellement ivre qu'il ne se souvenait plus où était sa maison. Il s'était disputé avec sa femme à ce sujet, puis avait défié les policiers de l'arrêter le visage ensanglanté après avoir donné des coups de poing dans des voitures. Son fils Weston dut payer sa caution, inversant ainsi les rôles parents-enfants. Plus tard, Cage apparaissait à des avant-premières de films visiblement ivres, donnant des interviews décousues sur ses cobras de compagnie et sur sa conviction d'être un vampire. En 2009, il devait 14 millions de dollars au fisc américain et acceptait n'importe quel rôle pour rembourser ses dettes. 5 films par an, parfois 6, la plupart sortant directement en vidéo. Les réalisateurs racontaient qu'il arrivait ivre, faisait une seule prise et repartait. L'homme qui touchait autrefois 20 millions de dollars par film en tournait désormais pour 1 million dont la majeure partie allait directement aux créanciers. Numéro 8. Oliver Reed. Oliver Reed remporta un concours de boissons contre 5 marins de la Royal Navy, puis mourut 2 heures plus tard. L'acteur de 61 ans avait consommé plus de 100 pintes de bière dans un pub maltais pendant le tournage de Gladiator en 1999. Après avoir battu des hommes de 40 ans ses cadets, Reed s'est lancé dans un bras de fer avec le barman qu'il a également remporté avant de se prendre soudainement la poitrine et de s'effondrer. Sa note finale s'élevait à 450 $, qu'il avait payé d'avance sachant comment la soirée allait se terminer. Toute la vie de Reed était une préparation à ce dernier verre. Il avait transformé l'alcool en performance artistique, allant jusqu'à consommer 126 pintes en 24 heures, juste pour voir si c'était possible. Son record a tenu jusqu'à sa mort. Les réalisateurs le filmaient ivre car Oliver Reed sobre était en réalité plus difficile à gérer. L'anxiété le rendait violent, tandis que l'alcool le rendait docile. Ridley Scott avait installé un bar dans la loge de Reed pendant le tournage de Gladiator, sachant que c'était le seul moyen de le faire venir sur le plateau. La production a dû dépenser 3 millions de dollars pour créer un Oliver Reed numérique afin de terminer ses scènes. Ils ont utilisé des ombres chinoises, des doublures et des images de synthèse pour terminer le film. Reed aurait adoré l'ironie. Même mort, il était encore plus rentable que la plupart des acteurs vivants. Numéro 7. Robin Williams. Robin Williams consommait de la cocaïne avec John Belushi la veille de la mort de ce dernier. Williams a quitté le château Marmont à 3 heures du matin le 5 mars 1982, quelques heures avant que son ami ne fasse une overdose dans le même bungalow. Ce matin-là a tout changé. Williams a arrêté la cocaïne immédiatement et est resté sobre pendant 20 ans, terrifié à l'idée de finir comme son ami, un autre génie de la comédie détruit par les substances. L'alcool a été plus difficile à arrêter. Williams l'appelait le couteau lent, moins spectaculaire que la cocaïne, mais tout aussi mortel. Il buvait seul après les spectacles, essayant de faire taire les milliers de voix et de personnages qui résonnaient dans sa tête. Sa première femme disait qu'il devenait une autre personne lorsqu'il était ivre. Méchant déprimé à l'opposé de la joie exubérante qu'il montrait au monde. Il se réveillait sans se souvenir des choses cruelles qu'il avait dites des meubles qu'il avait cassés. La culpabilité le poussait à boire à nouveau le lendemain soir. Sa rechute de 2003 a commencé innocemment une bière chez un ami. En une semaine, il buvait une bouteille de whisky chaque soir. Sa famille a organisé une intervention en 2006 et il est entré en cure de désintoxication. Le véritable démon n'était pas la drogue. C'était la démence à corps de Louis qui détruisait lentement son cerveau. La maladie lui causait des hallucinations, de la paranoïa et une dépression qu'aucune sobriété ne pouvait guérir. Le 11 août 2014, Williams s'est pendu à son domicile californien. Le 7 novembre 2014, Williams s'est pendu à son domicile californien. Numéro 6. Errol Flynn. Errol Flynn injectait de la vodka dans des oranges à l'aide d'une seringue
lorsque les réalisateurs interdisaient l'alcool sur les plateaux de tournage. La star de Robin des Bois, célèbre pour ses rôles de cape et d'épée, mangeait 15 de ces fruits piégés avant le déjeuner, puis s'entraînait à l'escrime avec de véritables épées, tandis que les pièces tournaient autour de lui. Sa villa de Mulholland Drive était le théâtre de tant de fêtes débridées que les voisins la surnommaient « la cirrhose en bord de mer », et Flynn afficha ce surnom sur un panneau près de sa piscine. Chaque matin commençait par du champagne au lit, ce qu'il appelait le petit déjeuner des champions. À midi, il passait au rhum, le soir à la vodka. Sa consommation d'alcool était si légendaire que Warner Brothers lui assigna un assistant à plein temps, dont la seule tâche était de le maintenir debout pendant le tournage. Durant le tournage de They Die With Their Boots On, Flynn tomba de cheval 7 fois en une seule journée. Le réalisateur finit par l'attacher à la selle avec des cordes dissimulées. Flynn trouva la situation hilarante et réclama davantage de vodka pour fêter ça. Numéro 5, Richard Burton. Richard Burton buvait 3 bouteilles de vodka avant midi et récitait pourtant de mémoire l'intégralité du monologue d'Hamlet d'une durée de 3 heures. Les metteurs en scène le surnommaient l'alcoolique le plus fonctionnel de l'histoire du théâtre. Il consommait suffisamment d'alcool pour tuer la plupart des hommes, puis livrait des performances à faire pleurer les critiques. Ce fils de mineur gallois commença à boire à 12 ans, volant des gorgées dans la flasque de son père avant l'école. À 30 ans, il avait besoin d'une bouteille rien que pour calmer ses tremblements. À 40 ans, il dépensait 1 000 $ par jour en alcool. Il a déclaré avec une certaine ironie « Je suis ivre depuis 20 ans et je suis un alcoolique heureux. » Mais ce bonheur n'était qu'une façade. Des amis le trouvaient en larmes dans sa loge, suppliant la bouteille de le laisser tranquille avant de se resservir un verre. Son corps finit par se rebeller lors du tournage de 1984. Il fut victime d'une hémorragie sur le plateau, du sang coulant de sa bouche en pleine scène. Les médecins ont constaté que son foie était pratiquement nécrosé, que ses reins étaient défaillants et que son cerveau présentait des signes d'encéphalopathie spongiforme. Burton a refusé tout traitement, déclarant qu'il préférait mourir que de vivre sobre. Son vœu fut exaucé le 5 août 1984, lorsqu'il décéda d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 58 ans. Ses dernières paroles furent une demande de vodka. L'infirmière lui apporta de l'eau. Il en connaissait la différence et refusa de la boire. Numéro 4. Montgomery Clift. Montgomery Clift fuyait le milieu mondain hollywoodien comme la peste. Alors que toutes les autres stars s'enivraient aux avant-premières et aux soirées qui suivaient, Clift restait parfaitement sobre. Il considérait l'alcool comme l'ennemi du talent d'acteur, et pendant plus de 10 ans, cela lui réussit. Il devint l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Puis en 1956, survint le drame. Sa voiture percuta un poteau téléphonique et l'accident lui défigura le visage. Les opérations chirurgicales le reconstruisirent, mais la douleur ne cessa jamais. Pour la première fois de sa vie, Clift se mit à boire. Ni socialement ni occasionnellement, il courait après l'oubli. L'alcool était devenu le seul remède à la souffrance que les médecins ne parvenaient pas à apaiser. La descente aux enfers fut rapide et brutale. En quelques mois, l'acteur le plus discipliné d'Hollywood se transforma en une véritable épave. Il arrivait sur les plateaux de tournage avec des flasques dans toutes ses poches, mélangeant alcool et analgésiques comme si de rien n'était. Les réalisateurs devaient tourner ces scènes avant midi car après, il disparaissait. La mallette, qui contenait autrefois des scénarios, ne renfermait plus que des pilules et des flacons. Sur le tournage des Désaxés, la situation devint si critique que Marilyn Monroe dut littéralement le soutenir pendant les scènes. 2 stars brisées, à peine capables de tenir debout, faisant semblant d'être fonctionnelles devant les caméras. Clift mourut à 45 ans d'une crise cardiaque, mais tout le monde savait ce qui l'avait vraiment tué, 10 années d'alcoolisme qui avaient anéanti une vie de discipline. La chute lui avait ravagé le visage. L'alcool avait tout emporté. Numéro 3. Ava Gardner. Ava Gardner a appris à boire de l'alcool de contrebande derrière des séchoirs à tabac en Caroline du Nord à l'âge de 13 ans. À son arrivée à Hollywood, elle pouvait boire plus que des hommes 2 fois plus corpulents qu'elle, et se percher sur des talons hauts et parés de diamants. Celle que Frank Sinatra appelait l'amour de sa vie transformait chaque nuit en un champ de bataille entre bouteilles et cœurs brisés. Ses beuveries étaient légendaires. Elles commençaient par du champagne au déjeuner, passaient au martini vers 15 h et terminaient par du bourbon pur jusqu'à l'aube. Pendant le tournage de La Nuit de l'Iguane, en 1964, elle a convaincu le réalisateur John Huston d'interrompre le tournage pour un concours de tequila.
Ils ont bu jusqu'à ce que tous deux, tout habillés, se jettent dans l'océan Pacifique, ruinant des costumes valant des milliers de dollars. L'équipe les a retrouvés le lendemain matin inconscients sur la plage. Les anecdotes sont devenues encore plus rocambolesques avec l'âge. Des gardes du Ritz à Madrid l'ont surprise en train d'uriner dans la fontaine du hall à 3 heures du matin. Elle a lancé une bouteille de champagne sur un photographe manquant sa tête de quelques centimètres. Ses appartements étaient de véritables champs de bataille jonchés de bouteilles vides et de miroirs brisés. Elle buvait jusqu'à ne plus se souvenir de quel mari elle avait divorcé, ni de quel amant elle avait détruit. Gardner est décédé à 67 ans, son visage autrefois parfait, ravagé par des décennies d'alcoolisme. Numéro 2. Michael Landon. Michael Landon incarnait le père idéal dans la petite maison dans la prairie, tout en mélangeant de la vodka à son café dès 6 heures du matin. L'homme en qui des millions de personnes avaient confiance pour inculquer de bonnes valeurs à leurs enfants consommait secrètement 4 paquets de cigarettes et une bouteille de whisky par jour. Sa maquilleuse le parfumait entre les prises pour masquer l'odeur d'alcool qui s'infiltrait par ses pores. Il a commencé à prendre des analgésiques après un accident d'équitation en 1973. Landon a découvert que le percodant mélangé à du scotch le rendait invincible. Il réalisait des épisodes dans un tel état d'ébriété que les membres de l'équipe devaient lui rappeler la scène qu'il tournait. Sa femme Lynn trouvait des bouteilles cachées partout derrière des livres, dans les réservoirs des toilettes enterrées dans le jardin. Elle les vidait. Il en rachetait. Ce cycle s'est répété pendant 15 ans. Son corps a lâché à 54 ans. Le diagnostic était un cancer du pancréas, mais son foie était déjà défaillant. Les médecins ont déclaré que la combinaison d'alcool de cigarettes, les pilules, avait transformé ses organes en tissus cicatriciels. Vers la fin, Landon confia à une infirmière qu'il avait été ivre pendant la majeure partie de l'enfance de ses enfants. Il se souvenait d'un père qui sentait l'eau de Cologne et qui racontait des histoires du soir d'une voix pâteuse. Le patriarche bienveillant de la télévision mourut en 1991, 3 mois après le diagnostic. Numéro 1. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor jeta un verre de champagne au visage de Richard Burton à l'hôtel Dorchester, puis commanda une autre bouteille et la jeta également. Leur relation fonctionnait à l'alcool comme une voiture à l'essence. Sans alcool, tout s'arrêtait. Ils buvaient pendant le petit déjeuner, se disputaient pendant le déjeuner, faisaient l'amour pendant le dîner, puis le cycle recommençait. Burton l'appelait « Océan », car elle pouvait boire un océan de vodka et tenir debout. Taylor avait commencé à boire pour soulager un mal de dos suite à une chute de cheval. Un verre de whisky devint 2, puis 10, puis elle arrêta de compter. Lorsqu'elle rencontra Burton sur le tournage de Cléopâtre, elle cachait des bouteilles dans ses perruques. Leur premier rendez-vous a duré 48 heures et s'est résumé à vider le bar du château de Madrid. Après la mort de Burton, Taylor a enfin affronté ses démons. Elle est entrée à la clinique Betty Ford en 1983, devenant ainsi la première célébrité à admettre publiquement avoir besoin d'aide. Elle en est sortie 7 semaines plus tard et est devenue l'une des militantes les plus influentes d'Hollywood dans la lutte contre le sida, utilisant la même énergie qu'elle avait consacrée à l'alcool pour récolter des millions pour la recherche. Elle est restée sobre la plupart du temps pendant les 20 dernières années de sa vie. C'est tout pour aujourd'hui dans la rubrique « Histoire de célébrités ivres ». Ne manquez pas les vidéos à l'écran. Elles sont tout aussi incroyables. À bientôt.